qu'en 2019, l'eau est montée à la chute dans un quartier de la chute exposé à des inondations récurrentes. L'eau a assez monté pour faire la une de la presse nationale pour justifier la présence de Geneviève Guilbeault, l'ancienne ministre de la Sécurité publique, sur le territoire. Pas assez, par contre, pour partir, pour évacuer. Les résidents sont restés en place. L'eau est juste assez montée pour sortir des bottes à jambes, des canots, les chaloupes, parce que l'habitation est adaptée, parce que le sous-sol a été condamné, parce que les provisions ont été faites pour une durée de 2 semaines, pour durer deux semaines dans l'habitation. Au fil du temps, les habitants exposés à des crues répétées ont appris à cohabiter avec la rivière du Nord, à vivre avec ces débordements qui sont récurrents. Sur le terrain, l'eau s'inscrit vraiment dans le quotidien, alors que sur la carte, l'aléa se limite à une zone, à une récurrence, à une crue, à une coche de crue, c'est-à-dire, dans le fond, c'est une abstraction qui fait complètement fi des capacités d'adaptation des populations, qui fait fi du vécu habitant et des formes de cohabitation qui peuvent se déployer à travers le temps pour justement apprendre à cohabiter avec la présence de l'eau au quotidien. À la chute, pourtant, cette cohabitation-là existe. Il convient de la nommer, de la démystifier, surtout dans un contexte où le cadre réglementaire modernisé, qui est entré en vigueur le 1er mars 2026, tend à questionner l'habitabilité des territoires fortement exposés aux inondations. Donc, c'est ce qu'on a documenté avec Daniel Germain, qui est professeur au département de géographie à l'UQAM, dans le cadre d'un projet de recherche qui a été financé par le RIS, d'ailleurs. Merci pour le financement. Je m'appelle Marceline Godette. Comme Nathalie le disait, je suis stagiaire postdoctorale au département de géographie et je vous propose aujourd'hui de plonger dans cette réalité-là pour vraiment comprendre comment est-ce que la gouvernance du risque, pensée par le haut, rencontre les territoires qui créent toutes sortes de tensions. Donc, j'ai structuré ma présentation en 3 grands blocs. Je reviendrai d'abord sur 50 ans de gouvernance du risque pour bien situer les transformations du cadre réglementaire. On verra de la manière dont les inondations catastrophiques qui ont ponctué le territoire, qui ont marqué le territoire québécois au fil du temps, ont justifié une réponse de plus en plus centralisée, normative, et ont consolidé une approche qui est très aléa-centrée, qui fait fi, comme je le disais un peu plus tôt, des capacités d'adaptation. Je vais éclairer ces tensions-là avec le cas de la chute en vous le présentant très brièvement et je terminerai avec des pistes de réflexion pour atteindre une gouvernance plus territorialisée, socialement acceptable et recevable. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de brosser un portrait très rapide du cadrage théorique et conceptuel de la recherche qui s'inscrit à la croisée de 3 éléments. D'abord, les travaux entourant la gouvernance du risque qui nous permettent d'analyser comment les politiques publiques viennent mieux encadrer la gestion des inondations et des zones inondables de manière générale. Elle s'appuie également sur l'écologie politique culturelle qui invite à considérer que notre rapport à l'environnement, notre rapport au risque, notre rapport à l'eau est aussi façonné par des dimensions socio-symboliques, socio-culturelles et que ça génère des enjeux de pouvoir, notamment en matière de gouvernance du risque. Elle mobilise aussi le concept d'imaginaire territoriaux, c'est-à-dire la somme des représentations qu'on se fait d'un certain nombre de choses, on y reviendra plus tard, qui fait en sorte qu'on se projette dans l'espace d'une manière bien précise et qui vient teinter un peu notre façon d'habiter le territoire mondial. Sur le plan méthodologique, on s'est appuyé sur 2 volets complémentaires. D'abord, une analyse documentaire, c'est-à-dire qu'on a recensé tous les documents législatifs, tous les cadres réglementaires qui se sont succédés à travers le temps, les politiques. Pour mieux comprendre l'évolution de tout ça, on a fait une revue de presse pour bien comprendre quel était l'impact des inondations sur le territoire québécois au fil du temps. Deuxième volet, on a fait des entretiens semi-dirigés auprès des résidents de la plaine inondable de la chute. Donc, ça a été essentiellement de l'analyse de discours. Ça a permis de mettre vraiment en tension l'imaginaire habitant avec l'imaginaire institutionnel. Donc, rapidement, quand on regarde l'évolution des politiques publiques, on constate que chaque grand événement d'inondation a fait en sorte de générer un certain tournant en matière de politique publique. Les grandes inondations de 1974-76 ont mené au premier programme de cartographie des zones inondables. Par contre, parallèlement à cette logique préventive-là, presque à l'époque, les travaux étaient essentiellement fondés sur des infrastructures de protection, donc des ouvrages structurels pour mieux contrôler l'aléa.
On pense à la digue végétalisée, notamment de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, qui a été érigée à cette époque-là, aux digues de Pierrefonds-Roquebrune. Ensuite, progressivement, la gestion des inondations s'est tournée vers l'aménagement du territoire, d'abord avec l'adoption de la LAU en 1979, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui est venue obliger, entre guillemets, les MRC à identifier les zones de contrainte sur leur territoire, puis de venir enchasser finalement la cartographie des zones inondables qui venait d'être diffusée de manière très inégale, là, comme on le sait, sur le territoire. Ensuite, il y a eu l'adoption de la PPA-PLPI, de la politique de protection des rives en 1987, qui est venue tenter de mieux réguler l'urbanisation en zone inondable. Ça reste une politique, donc il y a eu des failles, on l'a constaté avec les événements d'inondation qui se sont succédés à travers le temps. Ensuite, l'inondation de 96 a relancé les réflexions, notamment en matière de barrage. On a voulu aussi avoir une meilleure connaissance de l'aléa inondation et ça a mené au lancement du programme de détermination des codes de crue, donc à la deuxième génération de cartographie des zones inondables. Malgré ces avancées-là, il y a un certain nombre d'événements qui ont fait en sorte de fragiliser les acquis. 2011, grande inondation en Montérégie, des dérogations ont été octroyées à contresens de la politique de protection des rives qui interdisait la reconstruction dans les zones fortement à risque. On a permis la reconstruction sans nécessairement qu'il y ait une vision d'ensemble pour les territoires fortement exposés. Cette logique dérogatoire-là, partiellement répétée après les inondations de 2017, il y a des dérogations individuelles et collectives qui ont été octroyées pour favoriser la reconstruction jusqu'à ce qu'un autre événement d'inondation en 2019, seulement 2 ans d'intervalle après celle de 2017, vienne vraiment donner une prise de conscience, finalement, et a agi comme électrochoc de la grande vulnérabilité des municipalités québécoises face aux risques d'inondation, avec notamment la rupture de la digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. À partir de ce moment-là, il y a un nouveau cycle qui s'amorce. En 2020, Québec a adopté le plan de protection du territoire face aux inondations. Il y a un grand chantier de réforme cartographique et réglementaire qui a été lancé. On est en plein dedans. On attend toujours la diffusion tant attendue de la nouvelle cartographie, de la cartographie de nouvelle génération. Il y a une sophistication aussi des outils avec les données LIDAR. On prend en considération le contexte des changements climatiques, les hauteurs d'eau qui sont intégrées à la matrice d'intensité de l'aléa. Des choses super intéressantes, les zones de mobilité des cours d'eau aussi qu'on tente de cartographier. On en parlait un peu plus tôt avec Nathalie. Zone de mobilité des cours d'eau, dont l'importance a été vraiment justifiée avec l'événement, vous en rappelez probablement, au camping Générillier à Baie-Saint-Paul en 2023. Donc, tous les travaux de Pascal Biron ont vraiment porté fruit, puis on a hâte de voir les résultats en matière cartographique, l'impact sur le terrain également. Le 1er mars 2026, je le disais un peu plus tôt, le cadre réglementaire modernisé est entré en vigueur, qui a remplacé le régime transitoire. Et depuis ce temps-là, on est passé d'une politique à un règlement pour s'assurer vraiment de l'application uniforme des règles à l'échelle de la province. Et il y a un régime de sanctions aussi qui a été instauré. Et il y a un nouvel encadrement sur les ouvrages de protection également. Donc, on le voit, chaque grande crise a mené à un tournant. Certains pensent de changement de paradigme parce qu'on parle beaucoup de l'approche par le risque. Est-ce que c'est vraiment le cas? Ou on est venu peaufiner certains éléments pour mieux comprendre la dynamique de l'aléa? J'ai vendu le punch de ma deuxième slide. Ce qu'on constate, en fait, c'est que la gestion du risque est encore largement structurée par une approche aléa-centrée et technico-réglementaire qui laisse à la marge des dimensions de la vulnérabilité. On parle de sensibilité et de capacité d'adaptation qui est beaucoup mis de côté. Ça soulève des questions fondamentales, notamment qui définit le risque, comment est-ce qu'on le définit, quel est l'impact sur le territoire, il y en a eu des questions un peu plus tôt, puis quelles formes d'expertise sont reconnues. À l'heure actuelle, le risque est vraiment défini par le haut et parfois on entre en tension avec les réalités territoriales. Ça pose des enjeux d'équité pour les populations. Cette définition du risque par le haut, là, on l'a nous-mêmes reproduite initialement dans notre projet de recherche. L'objectif initial était de caractériser la vulnérabilité d'un quartier de la chute aux inondations en partant d'une grille d'analyse construite depuis la littérature scientifique qu'on serait venu plaquer sur le territoire. Donc, résultat préliminaire, ce que ça nous disait, c'est que le territoire, le quartier était fortement sensible, vulnérable aux inondations. Donc, une partie du quartier qui est construit en zone 0-20 ans, si on se projette avec la nouvelle cartographie
la cartographie de nouvelle génération, on peut penser que c'est une zone d'intensité élevée, voire très élevée. Un parc immobilier vieillissant, une population âgée et des revenus modestes, quartier fortement minéralisé, pardon, qui limite les capacités de rétention et de captation des eaux. En allant sur le terrain, par contre, en allant à la rencontre des citoyens, en faisant des entrevues semi-dirigées pour documenter le volet plus intangible en matière de perception, de représentation, il y a quelque chose qui est venu un peu à contresens de la lecture, de l'analyse préliminaire dont on avait. C'est à ce moment-là qu'on a tenté, qu'on a inversé en fait la démarche, donc de partir du terrain plutôt que de partir d'une grille d'analyse préétablie. Et le terrain était assez particulier. Je l'ai dit un peu plus tôt, le quartier est assujetti à des inondations depuis des décennies. Il y a une dizaine d'événements d'inondation qu'on a pu ressentir avec la revue de presse et ça continue encore aujourd'hui, en 2023, en 2026. Les inondations sont de plus en plus récurrentes. Le profil de la population était aussi particulier. Je l'ai dit un peu plus tôt, population âgée. Ce qui avait de particulier, c'est que la population habite le quartier depuis 20, 30, 40, 50 ans. Donc, les riverains cumulent des expériences d'inondation directes et indirectes. Et malgré la succession de ces épisodes d'inondation-là, les résidents souhaitent rester en place parce que, moins par contrainte que parce qu'ils ont développé des manières spécifiques d'habiter le territoire qu'on n'aurait jamais découvert si on n'était pas allé sur le terrain en renversant la démarche dont je parlais un peu plus tôt. Le tableau que vous voyez à l'écran relate l'ensemble des registres de représentation qu'on a pu extraire du discours des habitants, donc des représentations des épisodes d'inondation, de la rivière, représentation du risque. Vous voyez que c'est très contrasté. Ça se traduit spatialement entre les résidents qui habitent la zone inondable depuis un certain moment, qui ont un vécu assez intense en matière d'inondation versus ceux qui résident à l'extérieur des limites de la zone inondable. J'attire votre attention sur la colonne de gauche qui correspond grosso modo aux représentations des gens qui cumulent des expériences d'inondation, qui vivent avec des crues répétées. Chez ces riverains-là, il y a une normalisation de l'inondation. L'inondation qui est conceptualisée, conçue dans leur imaginaire comme un événement normal, familier, un événement attendu. Le champ lexical qui se dégage du discours habitant chez ces riverains-là qui sont fortement exposés, ils gravitent beaucoup autour de l'habitude. On entendait beaucoup. On est habitué de vivre avec des inondations. C'est comme devenu une habitude, c'est devenu une routine. Il y a toute une expertise aussi habitante qui s'est développée avec le temps. Il y a des habitudes attentionnelles qui se sont déployées en matière d'évaluation de la crue des eaux, de la vitesse de montée des eaux avec des référents de leur environnement, notamment les arbres qui se trouvent en bande riveraine, à savoir si les racines sont mises à nu versus si les racines sont submergées. Il y a même des résidents qui mettent des piquets au printemps pour évaluer la crue des eaux, la montée de la vitesse des eaux pour mieux se préparer, mieux anticiper et aller faire les prévisions pour tenir bon 2 semaines. Il y a un partage aussi d'expertise qui est super intéressant entre de génération qui se transmet en fait de génération en génération, mais aussi entre les habitants qui habitent la zone inondable depuis un certain moment et ceux qui sont nouvellement établis. Les nouveaux arrivants, guillemets, se fient vraiment à ceux qui ont plus d'expérience. Ils écoutent leurs conseils. Les anciens indiquent où aller stationner la voiture en période d'inondation pour être sûr qu'elle ne soit pas inondée. Indiquent à quel moment c'est le temps d'aller faire les provisions pour tenir le coup. La mémoire des inondations est aussi encore bien vivante chez cette population-là, puis elle s'est transformée en savoir, des savoirs qui sont collectivement partagés et qui alimentent une culture de l'inondation, qui alimente en retour une culture du risque qu'on cherche tant à mettre en valeur, d'ailleurs, dans les documents ministériels. Cette culture du risque-là, finalement, donne lieu à des pratiques d'adaptation qui se traduisent en termes d'habitation, mais aussi en termes de mode de vie. Je l'ai mentionné un peu plus tôt, certains sous-sols ont été complètement condamnés, le gyps a été retiré des murs, les tapis ont été retirés du plancher, les électroménagers sont surélevés. Il y a des pompes, des génératrices qui font en sorte que l'eau, quand l'eau se retire du sous-sol, on nettoie parce que c'est carrément sur le béton, puis c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que, on peut profiter de la proximité de la rivière parce qu'on est tant attaché à ce paysage-là. Puis
pas si long que ça, finalement, nettoyer pour le temps que ça dure, et versus 99% du temps où on peut profiter de ce beau paysage-là, puis ça justifie l'idée de rester en place. Ça se traduit aussi au niveau des modes de vie. Je le disais en introduction, pratiquement tous les riverains possèdent des bottes à jambes, des salopettes de refuge, des canots, des chaloupes. Personne ne part en vacances au printemps parce que l'habitude de guetter la rivière est encore bien présente, puis ils vivent très bien avec ça. Cette réalité-là donne lieu à une contre-géographie du risque qui définit les cadres institutionnels établis. Ah, je vais accélérer. Donc, il y a un décalage entre les normes prescrites par le cadre réglementaire et l'expérience vécue des habitants. Le cas de la chute nous invite donc à penser au-delà des délimitations, à comprendre le territoire au-delà des limites, comprendre ce qui vit entre les lignes qui ont été établies par le gouvernement. Le cas de la chute invite aussi à dépasser l'hégémonie de la norme, desserrer les taux normatifs pour intégrer finalement les savoirs habitants dans toute la caractérisation de ce risque-là. Maintenant, comment on s'y prend pour intégrer ces savoirs habitants-là? Il y a plusieurs pistes. L'idée de réfléchir aussi en fonction des vulnérabilités, ça a été soulevé un peu plus tôt. On a mis beaucoup d'énergie à caractériser de manière très pointue l'aléa, alors que l'analyse de vulnérabilité a été un peu mise de côté. Il y a des initiatives intéressantes qui ont émergé ces dernières années. L'évaluation préliminaire des risques liés aux inondations, donc l'EPRI, qui est issu d'une collaboration entre l'Université Concordia et l'UQAR. Il y a le ministère des Ressources naturelles aussi qui fait des campagnes d'apprentissage sur les terrains, sur les territoires dans les quartiers fortement exposés pour déceler la hauteur du premier plancher habitable, la hauteur de la première ouverture, pour vraiment avoir une lecture très précise de la vulnérabilité du cadre bâti. Le cadre modernisé dans les plans de gestion des risques liés aux inondations, il y a des diagnostics de vulnérabilité qui sont obligatoires. On parle de vulnérabilité humaine, territoriale, environnementale, tous les enjeux d'accessibilité aussi en période de crue. Par contre, cette vulnérabilité-là est traitée en termes d'exposition et de fragilité, moins en termes de capacité d'adaptation. Donc, il y aurait vraiment lieu d'intégrer les savoirs habitants dans la définition de cette vulnérabilité-là. Deuxième piste, institutionnaliser la participation des habitants. Ça a été soulevé un peu plus tôt. Donc, comment est-ce qu'on peut y arriver? C'est d'inclure, en fait, les habitants dans l'élaboration des plans de gestion des risques liés aux inondations pour les inviter, finalement, à définir, à contribuer à définir eux-mêmes aussi leur vulnérabilité aux inondations. Troisième piste, pourquoi pas la lancer? Je sais que les cartes ne sont pas encore diffusées, mais pourquoi pas les repenser tout de suite, puis repenser la cartographie. C'est-à-dire actuellement, la cartographie fixe à un moment T la réalité territoriale, alors que pourtant les zones inondables fluctuent en fonction du climat, les quartiers évoluent, les quartiers se transforment, il y a des maisons qui sont adaptées, des maisons qui sont démolies, ce qui fait en sorte de changer le portrait de la vulnérabilité. Si on est en mesure d'avoir accès à des cartes interactives, c'est davantage un outil modulable en perpétuelle construction qui nous permettrait d'ajuster finalement les variables en fonction de l'évaluation du climat et de la réalité du corps bâti. Et pourquoi pas repenser le cadre réglementaire qui vient tout juste d'être adopté. Actuellement, c'est un zonage par classe d'intensité de l'aléa. Donc, par exemple, pour une zone d'intensité élevée, les mêmes normes s'appliquent pour un secteur agricole diffus, pour un noyau villageois patrimonial comme Baie-Saint-Paul et pour un tissu urbain très dense. Les mêmes normes s'appliquent pour différentes réalités territoriales, ce qui fait, à mon sens, aucun sens. Donc, l'idée, c'est de passer d'une approche par zonage, par classe d'intensité, à une approche réglementaire par type de milieu. À main levée, est-ce qu'il y en a qui connaissent le Form-Based Code en urbanisme? C'est 2 minutes, j'ai fini. Form-Based Code, c'est une approche alternative qui donne une alternative, en fait, au règlement de zonage traditionnel. C'est-à-dire, conventionnellement, on édicte des normes en fonction des classes d'usage. Donc, on trouve souvent dans les règlements d'urbanisme, telle norme s'applique pour une classe d'usage industriel, telle norme s'applique pour des secteurs commerciaux, idem pour des secteurs résidentiels. Donc, le Form-Based Code s'appuie davantage sur la caractérisation d'abord et avant tout de la forme urbaine, de la morphologie, pour édicter des normes qui résonnent plus avec la réalité territoriale.
Donc, ce qu'on propose, c'est de fonctionner un peu de la même façon, mais en matière de zones inondables. C'est-à-dire qu'on pourrait partir des classes d'intensité de l'aléa, à l'intérieur de ces classes d'intensité-là, de définir des types de milieux, et de là découleraient des normes spécifiques pour vraiment s'inscrire en cohérence avec les caractéristiques morphologiques de ces milieux-là, parce qu'un secteur patrimonial qu'on cherche à préserver, parce qu'il témoigne de l'identité, de la fondation d'une ville, versus un secteur un petit peu plus diffus, où les possibilités de relocalisation seraient plus aisées. Les mêmes normes ne peuvent pas s'appliquer, ça ne fonctionne pas sur le terrain. Donc, finalement, l'approche qu'on propose, c'est de penser au-delà de la logique de zone inondable pour davantage parler de territoires inondables, des territoires qui sont habités, investis physiquement et symboliquement. Donc, ça revient à penser au-delà des délimitations, comme je disais un peu plus tôt, parce qu'entre les lignes tracées sur les cartes, il y a les territoires vécus qui sont tout aussi importants. Je me suis retenue de dire, tu peux respirer. Merci, Marilyn. Que de contenu dans une si courte présentation. D'ailleurs, je vous invite à lire le rapport de recherche sur toute l'historique de l'évolution de la réglementation au Québec. C'est vraiment très intéressant. Questions, commentaires, réactions. Moi, j'aimerais bien entendre les collègues qui travaillent justement sur les espaces de liberté des rivières. Tout ça, comment est-ce que vous entendez les préoccupations, les questionnements qui vous sont amenés aujourd'hui, si vous avez vu? Mais sinon, questions, commentaires, réactions. Oui. Désolée, je me rappelle plus ton nom. Janie Van-Delorier. Janie, oui. C'est notre recherche après. C'est vraiment intéressant de voir montrer que c'est en Afrique comme ça. À ces processus d'inondation, c'est vraiment naturel. Ça devrait être relevé sur les communautés qui apprennent à vivre avec les aléas finalement. Ça me fait poser la question, mais pourquoi, parce que, par exemple, on a fait le projet à la Rivière Chaudière, on peut aussi suivre d'inondation. Puis, eux, ils essaient de trouver des solutions comme les réglages, pour essayer de contrôler comme si c'était pas normal, alors qu'il y avait extrêmement de démontré que la Rivière Chaudière est tout le temps depuis toujours. Donc, pourquoi est-ce que on voit des communautés qui s'adapter et d'autres qui demandent toujours aux autorités de faire quelque chose, puis qui continuent d'empiéter sur le village. C'est intéressant, j'en parlais justement avec Zoé à la pause. Dans les documents ministériels, on cherche beaucoup à recréer ou à créer une culture du risque de manière un peu artificielle, alors que dans des contextes comme la chute, parfois ce qui est projeté, c'est de délocaliser les habitations parce que le risque ou la vulnérabilité est donc bien élevé, alors qu'on devrait capitaliser sur la résilience communautaire qui s'est construite à travers le temps, qui a permis de faire en sorte que les habitations se sont adaptées. Chaque territoire, par contre, je ne dis pas qu'à la chute, l'idée, c'est de délocaliser. C'est pas ça que je dis, c'est un exemple subjectif, on va dire. Mais apprendre à capitaliser sur l'existant, aux ressources territoriales, sur le déjà là, mais ça nécessite beaucoup de ressources en termes d'analyse. C'est beaucoup plus facile de se limiter à spatialiser la vulnérabilité sur une carte sans nécessairement comprendre le territoire en profondeur. Si on était capable de faire ça à l'échelle de la province, ça serait génial. Je pense que c'est un manque de ressources. Si on le voit avec la cartographie des zones inondables qui est annoncée depuis belle lurette déjà, tout le travail que ça prend derrière. Si on ajoute à ça en plus une caractérisation très, très fine de la vulnérabilité, le travail serait d'autant plus décuplé, mais je crois fermement que ce qui nous manque, c'est une démarche d'appréciation des risques par quartier pour éventuellement statuer sur différents scénarios d'aménagement. Donc, est-ce qu'on adapte l'existant parce qu'il y a une culture du risque qui est déjà présente qu'on cherche à mettre en valeur? Est-ce qu'on délocalise des gens? Si oui, est-ce que c'est partiel ou de manière très plus générale? Puis, est-ce qu'on peut la planifier aussi, cette délocalisation-là? Est-ce qu'on mise plutôt sur des solutions fondées sur la nature
Mais tous ces choix-là doivent s'appuyer sur une démarche d'appréciation des risques et ça nécessite des ressources, mais je crois fermement que c'est l'avenue à prendre pour la suite. Je ne sais pas si je réponds à la des question. ressources et de prendre le temps d'entendre quoi tu les appelles les habitants. Moi, je les appelle les citoyens. D'ailleurs, je continue d'y réfléchir, mais c'est très intéressant. Oh, j'ai un blanc. Joanie. En fait, j'ai une réflexion puis une question. C'était quand même une bonne intervention, mais je pense que, tu sais, en Beauce aussi, il y a des capacités d'adaptation qui sont développées en matière de capacité à composer avec les inondations. Mais je pense que Marine a relevé quelque chose de super important, c'est dans la façon qu'on va documenter la vulnérabilité qui ne tient pas toujours compte de la capacité d'adaptation des communautés. Et dans plusieurs des études qui ont été réalisées, je pense qu'il y a beaucoup de l'accent du PPD sur les vulnérabilités qui étaient présentes sur ces là et qui mettent peut-être pas en regard assez justement cette capacité-là d'habitants et citoyennes à composer avec ces inondations-là. Je pense que cet angle-là aussi, je pense qu'il y a plusieurs études qui sont présentes. Qu'en 10 ans, on est en mesure de faire ressortir ces postes-là sur les territoires de capacité à composer avec les inondations. Puis, pour une question aussi, j'ai travaillé sur les relocalisations sur les inondations. Puis, ça vient beaucoup me rejoindre l'attachement au territoire, le fait que des gens qui ont été relocalisés qui n'auraient pas voulu nécessairement le faire, mais qu'il y a des mesures actuellement qui sont mises en place, notamment légales ou comme le greffe de cadre que tu as présenté actuellement, qui viennent faire une certaine pression sur les gens qui se relocaliser aussi. Comment aussi, tu sais, il y a des intérêts aussi à une perspective de pouvoir aussi retirer les gens de ces espaces-là, notamment pour les dimensions économiques, aussi pour éviter les coûts à long terme des inondations. Comment venir conjuguer un peu cette perspective-là, ces intérêts économiques-là qui sont présents avec l'intérêt aussi des personnes habitantes sur ce territoire-là, peut-être de rester là et de composer là. C'est comment faire conjuguer ça parce que c'est vraiment utile, nécessaire de venir composer, de venir prendre en compte l'attachement du pouvoir des solutions qui sont proposées par les citoyennes, mais il y a quand même cet intérêt-là qui est sous-jacent, qu'on ne peut pas négliger, je pense. Ben, tu sais, je parlais de différents scénarios d'aménagement. Ça doit être accompagné d'une étude sur les coûts-bénéfices de ces scénarios-là. Reste qu'à l'heure actuelle, il y a des limites à vie sur les réclamations qui ont été établies. Donc, les gens qui décident de rester en place, ça amoindrit beaucoup le coût collectif de cette décision-là, ce qui n'était pas le cas avant 2019. Donc, l'analyse coût-bénéfice à l'échelle d'un quartier est vraiment primordial pour peser finalement le pour et le contre de rester en place versus le coût économique qui est associé à ça. Parce qu'il y a aussi un coût économique à la relocalisation. Je vais arrêter de parler après, mais le prolongement de l'infrastructure a un coût économique et un coût environnemental à l'idée de débloquer de nouveaux secteurs d'urbanisation. On l'a vu à Sainte-Marie, le centre-ville qui s'est relocalisé dans une zone agricole, en partie en milieu boisé. Donc, de peser le pour et le contre de tout ça avec des analyses très pointues, je pense que ça aussi, c'est primordial. Merci, Marilyn. On a hâte d'accueillir Fatma et Thomas aurait une question. Donc, si tu veux répondre assez brièvement, s'il te plaît. Merci, Marilyn. Je ne sais pas si tu as une question, un commentaire. J'ai une belle discussion. Deux éléments, si je peux vous amener. Le premier, est-ce qu'on fait beaucoup mieux de rapport dans la topographie de la ligne? Il passe la ligne. Puis, on n'est pas impliqué en fait dans la réflexion sur ce qu'on peut faire de quoi à l'intérieur de la ligne. Puis, dans nos réflexions sur les paramètres aussi, les choix de seuil, on est toujours confronté à on peut façonner avec en fonction du temps des 40 paramètres. Mais ça va toujours dépendre de ce que vous allez permettre de faire ou pas, de faire des contraintes. On est constamment confronté dans cette réflexion-là sur la production de la ligne. Sur l'impact des choix. On est content de l'entendre de moi, que vous vous préoccupez de ça. On s'en préoccupe, mais la façon dont c'est dans ce fait, c'est qu'on est vraiment dans quand on avait réfléchi à l'espace de liberté, nos zones, il y avait une discussion avec les aménagistes,
Là, c'était très conceptuel. Là, on peut réfléchir à ce qu'on peut faire du coup à l'école. Actuellement, dans le cadre de nouveau cadre réglementaire, vous avez été intégré dans ça. À l'époque, on ne sait pas tout ce qu'il y a en ligne, mais ça a des conséquences. Fait que, moi, j'ai beaucoup apprécié la notion de modulation pour tous les types de milieux. On a besoin de cap, mais après, ça peut être modulé. Puis ça, je n'ai pas réussi à noter le montant, mais je vais avoir pour ça, parce que c'est quelque chose que je vais regarder dans une différente femmes. Je vais sur les premiers, mais la modulation apparaît approche très pertinente. Ben, dans tous les cas, si vous voulez poursuivre la discussion, je suis partante. Ouais. Il y a un deuxième élément sur le PLRI, puis parce qu'il y avait eu, on avait eu des réflexions pour un autre projet qui s'appelait l'évaluation de la vulnérabilité à la mobilité, à une modalité qui intégrait davantage de temps économique de l'EPRI, c'est que les logements, les communications, les lieux parce que les pertes de population, c'est plus l'exposition davantage. Mais ce financement-là, j'avais c'était l'objectif d'utiliser davantage les cartographies pour avoir un portrait à l'échelle dans les principaux bassins versants. Mais c'est ça, on va dire des initiatives. Les méthodes qui existent, vous avez notamment avec GGD, il y a effectivement la mise en œuvre à l'échelle nationale et nationale. Donc, s'il y a des gens du ministère qui nous écoutent, on manque de subventions pour les Ben, merci beaucoup.